Bonjour à tous, bienvenue à l'émission L'invité du CA, l'invité du Cercle Aristote. Aujourd'hui, nous recevons David Techer qui va nous parler des États-Unis comme la dernière fois. David, vous êtes venu il y a quelques semaines nous parler à la fin des midterms et vous revenez aujourd'hui nous parler des États-Unis et de sujets divers. Au sujet des États-Unis, nous allons commencer peut-être, nous n'allons pas revenir sur les midterms dans cette émission, mais peut-être dire un petit mot sur les conséquences qui étaient escomptées sur la guerre en Ukraine qui n'ont pas eu lieu. On peut peut-être ouvrir le débat sur ce sujet. Oui. Déjà, merci de votre invitation. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors, tout de suite, moi, je pose tout de suite on va dire mon biais. Moi, je vais faire un petit point d'actualité. On va faire un panorama de l'actualité des USA, parce qu'il y a des choses très intéressantes, des informations en faisant tout simplement une revue de presse, une veille, donc beaucoup de choses sont sorties. Alors moi, je ne me prétends pas un expert des États-Unis. Je ne suis Alors, pas un journaliste justement, et je n'y puisque vous habite dites ça, pas. j'ai quand même omis de vous présenter, ce qui est une grave erreur. Donc, je vais quand même vous présenter C'est pas une rapidement erreur, non, aux non, non, non. téléspectateurs, parce que Moi, nous, voilà, je, non, mais on moi, vous connaît je suis un grandement. enseignant du secondaire, je suis un enseignant agrégé d'histoire. J'ai sorti mon premier ouvrage vers les États-Unis aux éditions Perspectives Libres, il y a maintenant 2 ans, 3 ans. Voilà, et je publie des travaux régulièrement sur DiploWeb. Vous pouvez retrouver mes cartes sur diploweb.com. Donc voilà, moi je suis un enseignant agrégé. Je me suis spécialisé sur les États-Unis, sous le prisme de la géopolitique interne du pays et du sécessionnisme. Voilà, donc je me prétends pas un expert. Moi, j'espère juste apporter ma petite pierre à l'édifice en tant que un humble enseignant que je suis. Alors voilà, sur les midterms, pour répondre à votre question, alors c'est vrai que tout de suite, il y avait beaucoup de commentateurs, il y a quelques mois, qui annonçaient un raz-de-marée républicain. Les républicains, s'ils gagnent les midterms, qui sont reconnus comme un vote de confiance, en fait, au président américain, eh bien, si les républicains gagnent, il y aura un arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine. Moi, je n'y croyais pas du tout simplement parce que ces livraisons d'armes-là, cet affrontement-là, États-Unis-Russie, se joue à un autre niveau que simplement un clivage bipartisan entre démocrates et républicains. Ce n'est pas que dans les mains des démocrates et des républicains. Il y a aussi l'État profond qui est là, les services de renseignement qui jouent aussi un très grand rôle dans la politique américaine. Et d'ailleurs, vous avez même ça date du début des années 90. Vous avez un film qui s'appelle des hommes d'influence, ou Wag the Dog en anglais, avec Dustin Hoffman et De Niro, où on voit que le président américain est pris dans un scandale sexuel, ce qui nous rappelle un peu Bill Clinton avec Monica Lewinsky. Et du coup, il décide, Robert De Niro, qui travaille pour la CIA, de créer une guerre avec l'Albanie pour justement détourner l'attention publique de ce scandale-là. Et on voit du coup les jeux de pouvoir entre la CIA, le gouvernement et l'opposition, qui dit mais c'est pas vrai, tout ce que vous êtes en train de créer, il y a une guerre médiatique, mais l'Albanie crie complètement son innocence. Bref, on voit c'est un film qui est incroyable d'intérêt. On s'y prend vraiment très très bien et il est toujours aussi actuel. Donc voilà, moi je m'attendais pas à ce que certains commentateurs disaient que voilà, si les républicains gagnaient, au final il n'y a pas eu de raz-de-marée républicain annoncé. C'est au final, on va dire c'est 50-50. Je vais essayer de simplifier, de dire ça comme ça, à plus ou moins un ou deux représentants ou sénateurs démocrates ou républicains de plus ou de moins. Ça ne va pas changer la politique américaine, qui a un besoin et dont la politique américaine est véritablement axée sur le besoin d'accès aux ressources dû à leur mode de vie. Ça, je l'avais déjà expliqué dans la précédente émission. Je ne vais pas trop me répéter. Pour les auditeurs, je vous invite plutôt à aller voir l'émission du mois de novembre.
Donc, voilà, hein, sur les midterms. Mais par contre, il y a eu un tweet intéressant du Premier ministre Dmitri Medvedev, hein, du Premier ministre russe. Est-ce qu'on peut l'afficher là à l'écran? C'est fait. Alors, donc là, on est en anglais. Alors, bon, ceux qui ne sont pas anglophones, hein, je vais traduire très rapidement. Donc ça date de début janvier là, 2023, où en fait, d'une série de tweets, Medvedev faisait une série de prédictions, on va dire, sur ce qui pourrait se passer en 2023. Alors, c'est de l'humour russe, hein, vraiment un peu de l'humour noir, un peu de l'humour grossier, de l'humour moqueur. Mais bon, bref, il nous dit que une guerre civile va bientôt éclater aux États-Unis. La Californie et le Texas deviendront bientôt des États indépendants en conséquence, que le Texas et le Mexique vont bientôt former un seul et même État allié, que Elon Musk obtiendrait, gagnerait la prochaine élection présidentielle. Donc bon, voilà, alors c'est de l'humour russe tout de suite, mais ce qui est intéressant, un peu plus sérieusement maintenant, même si c'est de l'humour russe, hein, j'insiste là-dessus, c'est que là, publiquement, officiellement, vous avez le gouvernement russe sous couvert, on peut faire des hypothèses, sous couvert d'humour, euh, par ironie ou double discours, qui là, cette fois, vous avez un Premier ministre euh, russe, hein, officiellement, dans le discours politique, qui parle cette fois d'éclatement des États-Unis ou de guerre civile aux États-Unis. Alors même si c'est sous couvert d'humour, moi j'ai fait waouh, mais ça c'est très intéressant qu'il en parle. Alors du coup je vais prendre ça un peu plus en détail maintenant. Alors il parle que la Californie pourrait devenir indépendante. On l'avait déjà dit dans la dernière émission. Je n'y crois pas. C'est un territoire assez stratégique. C'est la Californie, c'est à peu près la moitié de la côte ouest, hein, de la côte Pacifique. Il y a énormément de troupes stationnées là-bas. D'ailleurs, c'est sorti là très récemment, hein, peut-être les auditeurs l'ont vu passer s'ils font une veille informative. Euh, si la Californie devenait indépendante, là, il deviendrait le 4e PIB mondial, juste derrière l'Allemagne. Bon, ça serait laissé filer la poule aux œufs d'or. Le gouvernement fédéral, ni l'armée, ni l'US Army, hein, donc, ne laisserait filer la Californie. Euh, Par contre, le Texas et Mexico formaient un État allié, un seul et même État. Non. Par contre, le Texas, en termes de, on va dire, de variables, on va prendre des variables statistiques. Hein, là-dessus, j'avais déjà réalisé une carte pour DiploWeb. C'est un État qui a déjà été indépendant. Si je dis pas de bêtises, ça doit être de 1836 à 1845. Les auditeurs me corrigeront si je me trompe. Euh, c'est là où il y a le plus de milices et de groupes antigouvernementaux, et de deux. Euh, il y a aussi ce fameux sondage de 2014 dont j'ai déjà parlé avec vous et dans mon livre. C'est là où il y a le plus de désirs sécessionnistes, hein, au niveau de l'État. Donc ça nous fait trois variables. Un État anciennement indépendant, un État où il y a le plus de groupes antigouvernementaux et de milices, et on va dire un sondage, sous terme de sondage, on va dire un pourcentage favorable à la sécession. Oui. Vous avez un chiffre de ce pourcentage? Ah ben, c'était, alors à l'époque, il faut ressortir, mais c'était, si je vous dis pas de bêtises, bon, on y reviendra de toute façon dans la suite de l'émission. Mais là aujourd'hui, ce pourcentage-là, dans le sud, il atteint 44%, hein, d'opinion favorable à la sécession, hein, dans le sud américain. Ça atteint 44% aujourd'hui en 2021. On y revient après dans l'émission. Donc bon, si vous prenez en termes de variables statistiques, ça serait là, s'il y avait un mouvement néo-sécessionniste qui s'amorcerait, ça pourrait partir de là. D'accord. Donc, si on croise toutes ces données-là, voilà, ça serait le foyer, hein, le foyer pourrait partir de là. Mais tout ça, c'est de la prospective, hein. Tout ça, ça peut se passer autrement en fonction des événements, hein. Ça, je l'ai déjà dit, hein, c'est très difficile
de faire des prédictions pour l'année 2023-2024 de manière très précise. Hein. On n'est pas Madame Irma, on n'a pas de boule de cristal. Bon voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir de ce tweet-là, c'est que même sous couvert d'humour, là maintenant, ça a été prononcé, c'est dans le discours politique russe, on peut le prendre comme on veut bien évidemment, mais ça a été prononcé. Voilà, alors sous couvert de double discours ou d'ironie, pardon, voilà, chacun est libre de s'interroger. Est-ce qu'on parle de ces désirs sécessionnistes dans la presse? Ça, c'est quelque chose que moi, je ne vois pas. Mais enfin, De temps en temps, vous avez des articles qui sortent, ouais, bien évidemment, mais pour ça, il faut plus scruter la presse américaine. Hein. Vous en trouvez dans la presse française. Hein. Il y a des fois des articles qui sortent dans le Figaro. Vous avez aussi sur Causeur, je crois. Réseau International sort aussi de temps en temps un ou deux articles. Et moi, ce que j'aime bien sur Réseau International, c'est qu'ils mettent la source, des fois qu'ils renvoient sur certains médias américains. Vous avez quelques articles que de temps en temps comme ça qui sortent dans la presse française, mais généralement ce ne sont que des traductions, ça reprend qu'une partie de l'article. Il faut vraiment plus faire vous aurez beaucoup plus d'informations si vous tournez vers la presse états-unienne. Alors, on va revenir plus en détail sur ce sécessionnisme un peu plus tard. Moi, je voudrais aussi que vous nous parliez un peu des raisons. Enfin, est-ce qu'il y en a une majoritaire et plusieurs après par la suite de raisons de sécession? Ça, je voudrais peut-être qu'on développe ça un peu plus en détail. On va faire un rapide point d'abord sur les partis minoritaires. Ouais. Alors oui, les partis minoritaires, je voudrais revenir là-dessus, puisque certains de mes étudiants ont regardé la vidéo la dernière fois, je les salue ce soir s'ils regardent à nouveau l'émission. Alors voilà, les partis minoritaires, hein, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce terme-là, c'est le parti vert, on va dire le parti écologiste, le parti communiste, il y en a aux États-Unis, le parti libertarien, les partis indépendantistes, hein, vous avez un parti indépendantiste texan, un parti indépendantiste alaskan. Alors, certains de mes étudiants me disaient, oui, mais ces partis-là, ils sont minoritaires. Pourquoi? Car ils sont minoritaires. Ce n'est pas une explication. Si ces partis-là sont minoritaires, alors comment réussissez-vous à m'expliquer que le sondage de 2014 paru dans le Los Angeles Times indique qu'un États-Unien sur 4, exactement 24% de la population interrogée, d'accord, se déclare en faveur de la sécession de leur État des États-Unis, d'accord, que leur État devienne indépendant de la Fédération américaine. Donc, si ces partis-là sont minoritaires, comment vous m'expliquez que, et ça, je fais déjà une annonce pour tout à l'heure, qu'en 2014, on a 24% de la population américaine qui se prononce en faveur de la sécession de son État, et qu'en 2021, ce sondage-là est passé donc de 24 à 37%. Comment expliquer ça? Tout simplement parce qu'on a deux mammouths, d'accord, le parti démocrate et le parti républicain, qui occupent la majorité de la scène, d'accord, et qui ne laissent pas l'opinion de ces partis-là s'exprimer comme il ne faudrait. Ils ne laissent pas, on va dire, la place médiatique pour qu'on les laisse s'exprimer. Et puis, comme je l'avais expliqué dans la précédente émission, la politique américaine, c'est avant tout une affaire d'argent. Hein. Vous savez, c'est comme ce proverbe qu'on dit pour gagner une guerre, il faut trois choses: 1, de l'argent, 2, de l'argent, 3, de l'argent. Je l'avais déjà donné ça, je renvoie à la dernière émission. Pour devenir gouverneur, en moyenne, aux États-Unis, ça va peut-être vous coûter une campagne de 10 millions de dollars. Pour devenir sénateur, ça va peut-être être 5 millions de dollars. Je vous redis les chiffres comme ça de tête, hein, mais les chiffres exacts, vous les trouvez dans la précédente émission. Donc voilà, ces partis-là... Excusez-moi, est-ce que vous nous dites par là que les Américains qui ont des velléités sécessionnistes appartiennent principalement aux partis minoritaires? Alors, pas forcément. Pas forcément, puisque si des États-Uniens peuvent se retrouver uniquement parmi une milice ou un groupe qu'on appelle là-bas les hate groups, hein, les groupes de haine.
ça peut être des groupes de suprémacistes blancs, ça peut être des groupes comme le Ku Klux Klan, certaines milices ou des groupes là-bas anti-gouvernementaux. Ce n'est pas parce que vous êtes sécessionniste que vous adhérez forcément à un parti indépendantiste. D'accord? Par exemple, la dernière fois, je parlais du mouvement Yes California. Bon, le mouvement Yes California, je crois que c'est le parti politique californien pour la sécession de la Californie. Ils doivent avoir, je crois, 30 000 adhérents et leur newsletter, je crois qu'ils l'envoient, je l'avais lu, à environ 120 000 personnes. Donc, vous voyez ils sont minoritaires, mais doucement, doucement, leur nombre d'adhérents commence à y en avoir de plus en plus. Mais il faut relativiser. Hein. La Californie, c'est 40 millions d'habitants. Bon, voilà. Hein, par contre, pourquoi, je reviens à votre question, pourquoi il y en a qui seraient déçus de leur pays, on va dire. Hein, et là, du coup, on arrive au troisième point sur la politique aujourd'hui. Bon, bah, écoutez, le président Biden, je suis désolé que vous soyez pour ou contre, mais il est de plus en plus sénile. Hein. Là, je veux dire, juste avant l'émission, hein, hors antenne, on parlait un peu de ce scandale où des documents confidentiels étaient dans son garage. Mais c'est du bénil. Là, c'est Mr Bean. Enfin, je veux dire, la dernière fois, j'en parlais encore avec un ami. Il me dit, écoute, toi, tu t'y connais bien sur les États-Unis. Oui, je crois. Il me dit, mais écoute, il me dit, moi, je regarde des fois le président Biden, mais il me dit, mais c'est n'importe quoi. Je dis, oui, je sais. Donc, bref, ce n'est pas lui qui est aux commandes. Ce n'est pas lui qui est aux commandes. En fait, le gouvernement états-unien fédéral, il n'est pas pyramidal. Il n'est pas pyramidal. C'est absolument ça qu'il faut comprendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le film là des hommes d'influence où vous avez la CIA qui va mener sa propre politique, vous allez avoir le Pentagone qui va mener sa propre politique, le département d'État qui va mener sa propre politique, et des fois il arrive que ces désirs-là, ces objectifs-là ne sont pas toujours communs, et du coup, des fois, bon, bah, ces structures-là, arrivent à quelques clashs, et du coup, c'est pour ça qu'on a quelques discours qui semblent un peu contradictoires des fois dans la politique américaine. On va vous annoncer une livraison d'armes de temps, et puis une heure après, on va vous démentir l'information. C'est ça, bon, certains Est-ce que ça en parlent mieux que devient moi. contradictoire? Est-ce que ça, justement, ça fait partie aussi de peut-être Ils d'une ne suivent pas politique toujours. démocrate qui est moins cohérente qu'avant, qui est... Ces structures-là étatiques n'ont pas le même agenda, n'ont pas le même programme, n'ont pas forcément toujours les mêmes objectifs. C'est un équilibre assez complexe hein, entre le pouvoir fédéral et les États fédérés. Mais là, c'est peut-être le moment qu'on affiche l'infographie sur le fédéralisme, antifédéralisme. C'est bon? Alors là, vous avez du coup une petite infographie que j'ai réalisée pour mon ouvrage qui se base hein, sur un tout petit ouvrage qui s'appelle notamment Fédéralisme et antifédéralisme de François Vergniaud de Chantal. Ça se lit, si ça vous intéresse, c'est vraiment sur la politique américaine. Ça se lit très facilement. Hein, pas besoin d'avoir fait Sciences Po ou que vous soyez dans la médecine ou la comptabilité, vous pouvez vraiment lire ça, c'est très intéressant. Alors ici, là, en fait, j'ai un peu résumé le livre. Tout à gauche, vous voyez le fédéralisme. Donc le fédéralisme, hein, je rappelle, donc c'est un courant de pensée où, là, faut vraiment que je fasse un point définitionnel, où les entités fédérées, en l'occurrence là les États, acceptent de transférer une partie de leur pouvoir, de leurs compétences, à une instance supérieure pour avoir plus de force, pour avoir un peu plus de cohésion. Bon, les États fédérés ont notamment transféré la compétence de la monnaie, le budget, l'armée, la politique étrangère. Elles conservent encore la mainmise sur l'enseignement, les transports, la santé, entre autres. Hein, je ne vais pas être non plus très complet. Bon, bref, le fédéralisme, ça repose sur la volonté de construire une unité du pays, c'est-à-dire une construction nationale.
cette fédération-là, bien sûr, elle doit être centralisée à Washington, D.C. Et ici, là, ce que je viens d'expliquer, les États fédérés sont donc subordonnés à l'État fédéral qui, lui, va décider pour les autres États. Hein, d'accord ? À côté, j'ai envie de dire en grand rival, vous avez l'antifédéralisme. Alors l'antifédéralisme aux États-Unis, tout simplement, trouve sa source dans la guerre de sécession de 1861 à 65. L'antifédéralisme, lui, c'est un courant de pensée politique qui repose plus sur la territorialisation. Alors la territorialisation, ça c'est un terme qui est emprunté au monsieur géopolitique belge Christian van der Motten, qui a écrit un très bon ouvrage qui s'appelle Territoire et territorialité. Antifédéralisme, ce qu'il faut retenir, c'est à peu près le courant de pensée de la Confédération, c'est-à-dire que chaque État ce n'est pas que les États américains ici là sont contre une union, c'est juste qu'ils souhaitent avoir plus de pouvoir, plus décider pour eux-mêmes. Donc là, forcément, le territoire serait plus fragmenté et là, on respecterait beaucoup plus l'autonomie, c'est-à-dire les droits, les compétences, c'est-à-dire donc la souveraineté, le pouvoir de décision des États fédérés. Donc ici, là, c'est l'État central qui serait subordonné aux États fédérés. Mais cet antifédéralisme-là est toujours présent, même si ce sont les unionistes qui ont gagné la guerre de sécession. Le mouvement sécessionniste aux États-Unis est toujours présent, même depuis la fin de la guerre de sécession. D'accord ? Le gouvernement fédéral le sait. Donc, pour pallier, pour conjurer, je dirais détourner, appelez ça comme vous voulez, ce désir-là sécessionniste, ils ont proposé une réforme du système fédéral et qu'ils ont eux-mêmes appelé néo-fédéralisme. Alors le néo-fédéralisme, vous regardez tout à droite de l'infographie, cette fois ça repose plus sur un rééquilibre, un partage de compétences entre l'État fédéral et l'État fédéré. Cette fois, l'État fédéral redonnerait certaines compétences aux États fédérés. De cette façon-là, on arriverait à un compromis. La fédération, la République fédérale états-unienne serait réformée et cette fois, on assistera à un rééquilibre, d'accord, une égalité entre l'État central et les États fédérés. C'est en train de c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Ça a été ralenti avec le Covid, mais on a vu qu'il y avait certains États pendant la crise du Covid aux États-Unis qui ont décidé de fermer leurs frontières avec tel État voisin. Voilà, il y en a, c'était port du masque obligatoire, il y en a d'autres, c'était non. Bon, donc là, ça, c'est une piste très intéressante qui est à suivre sur cette évolution-là de la politique américaine. Hein, c'est bon, voilà. Donc, ce qu'on assiste, c'est que depuis les 5 dernières administrations, le clivage politique américain il est de plus en plus marqué. Hein, en sciences politiques, ça, on parle de polarisation politique avec des villes comme des bastions à tenir. Ben, en fait, pourquoi ? Pour atteindre la capitale, hein, pour reprendre des termes de géographie électorale. C'est ce que j'expliquais dans l'émission des midterms. Si vous tenez les États leaders et les grandes villes américaines, forcément, c'est là où il y a le plus de population, c'est là où il y a le plus de voix. Donc, vous êtes plus susceptible de remporter l'élection. Hein, c'est la loi du plus grand nombre. Hein. Je vulgarise, hein, je simplifie au maximum. Alors, toujours pour continuer sur la politique américaine et amorcer une transition vers notre sujet principal qui est la sécession, vous avez dernièrement le gouverneur républicain de Floride qui s'appelle Ron DeSantis et qui a fait une petite sortie médiatique et qui a proposé la création d'une, alors je vais le proposer en anglais, Florida State Guard. En fait, autrement dit, c'est une armée floridienne qui ne répondrait qu'au gouverneur. Alors lui, il a proposé pour commencer, ça serait 200 gardes ou 200 miliciens qui ne répondraient donc qu'à lui. Bon, alors vous allez me dire,
200 miliciens pour 22 millions de Floridiens au dernier recensement de 2021, ça fait pas très sérieux. Effectivement, c'est un effet d'annonce. Mais ça commence toujours par un effet d'annonce. Si vous ajoutez, pour ceux qui m'ont déjà écouté, qui ont lu mon bouquin, si vous ajoutez toutes ces variables, des États qui ont décidé de constituer leur propre stock d'or, des États anciennement indépendants, des milices qui se constituent, des groupes antigouvernementaux, maintenant vous avez des séparatistes noirs, comme vous avez des suprémacistes blancs, vous avez les néo-Black Panthers. Si vous ajoutez toutes ces variables-là, tous ces éléments-là, et là, cette fois, un gouverneur qui dit publiquement, officiellement, je propose de créer une nouvelle petite garde uniquement de Floride, hein, et non pas la garde nationale américaine, mais une garde de Floride, c'est tous ces petits signaux-là, c'est tous ces petits départs de feu qui peuvent ensuite converger. Voilà. Donc ça, c'était pour faire un petit point donc sur la politique américaine. Maintenant, j'aimerais bien qu'on passe à de vous donner quelques chiffres économiques. Alors là, vous avez un petit papier qui est sorti dans le magazine américain American Affairs. Alors, sans surprise, l'inflation là-bas est en hausse, hein. Il y a une grande pauvreté aux États-Unis. On le voit souvent sortir les fameux food stamps, hein, les timbres, les tickets de rationnement pour la nourriture aux États-Unis qui touchent maintenant 50 à 60 millions, moi j'irais même jusqu'à dire 70 millions d'Américains sur une population de 330 millions, c'est quand même énorme. Bon, vous avez un chômage officiel qui est en environ 5%, je le dis bien officiel, puisque moi j'avais assisté à un colloque à l'université de Reims en 2016 qui s'appelait Crise et mutation, et il y avait des universitaires, pour ainsi dire, de quasi toutes les universités françaises. Et là, il y avait une universitaire de l'université d'Arras qui avait pris la parole dans l'amphithéâtre devant tout le monde et qui avait dit de toute façon, tous les États manipulent, trichent sur leurs chiffres officiels du chômage. Et j'étais, waouh, alors là, total respect pour dire ça devant des universitaires. Et je peux vous dire que aucun universitaire ne l'a contredit. Sous-entendu, tu viens de dire tout haut ce qu'on pense tout bas, mais bon, les universitaires, hein, ils sont aussi marqués politiquement. Ils n'ont pas non plus de devoir de réserve. Ça, il faut le savoir. Les enseignants du secondaire ont un devoir de réserve qui ne s'applique pas aux universitaires. Bon. Maintenant, le PIB des États-Unis, alors en 2021, 2022, 2021, 2022, on l'aura au mois de juin, excusez-moi. Donc le PIB 2021 des États-Unis se compose à 80% de services, hein, donc c'est-à-dire pour une fois c'est encore banque, assurance, hein, à 15% d'industrie. Donc on a à peu près, je crois que c'est à peu près ce qu'on a en France. En France, je crois que notre PIB, ça doit être 13 ou 14% de notre PIB, voilà, qui repose sur l'industrie. Le BTP du PIB états-unien s'élève à 4%, et enfin l'agriculture américaine compte pour 1% dans le PIB états-unien. Alors c'est pas beaucoup, mais pour autant l'agriculture américaine et son fameux agrobusiness, hein, et son achat de terres agricoles à l'étranger, notamment en Ukraine, on a tous vu passer ça dans la presse, même si Beaucoup c'est dans la presse. Hein. Enfin, ah oui, oui, passé même partout. si c'est 1% dans l'économie états-unienne, remis en valeur absolue, c'est énorme. Hein. Tiens, d'ailleurs, là-dessus, j'ai une anecdote à vous sortir. J'avais une de mes enseignantes à l'université qui travaillait sur le land grabbing. Le land grabbing, donc l'accaparement de terre, hein, vous savez, on dit achat de terre, mais en fait, c'est ces achats de terre, plutôt vraiment, si je traduis grab en anglais, c'est plutôt saisir, on saisit ces terres-là, hein, notamment en Afrique, donc elle travaillait sur l'Afrique subsaharienne et surtout sur Madagascar. Et elle travaillait sur l'achat de certaines terres par des firmes américaines qu'on appelle les agro-holdings. Elle m'expliquait que, imaginons, vous creusez dans votre jardin
et vous avez tout de suite voilà, un gisement, un geyser de pétrole sous vos yeux. Vous ne savez pas faire, vous allez du coup appeler une entreprise pétrolière, elle va vous faire venir la technologie, les ingénieurs que vous n'avez pas. Elle m'expliquait que un contrat d'exploitation de gisements pétroliers, c'est environ 1000 pages. C'est environ 1000 pages. Vraiment, c'est de la simplification que je dis là, puisqu'en termes d'assurance, bon, je passe. Par contre, le contrat d'achat ou de location de terres agricoles, c'était 2 pages. 2 pages. Et là, je me dis, waouh, mais la différence, elle est énorme. Et elle nous expliquait que ces achats-là de terres agricoles, ces achats ou locations, hein, se faisaient sur des périodes de 100 ans, voire même de 1000 ans. Et là, on disait, on était là dans la salle, on était plusieurs étudiants, on disait, vous êtes sûrs, même sur 1000 ans? Elle nous regardait, elle nous disait, mais est-ce que vous croyez que j'ai une tête à plaisanter là? Mais c'est incroyable. Si vous avez des terres que vous achetez à Madagascar, que vous achetez en Éthiopie ou en Angola, certes, ça reste sous souveraineté du pays en question, mais ce sont des terres que vous avez achetées sur des périodes de 1000 ans. Sur 1000 ans, il n'y a pas de souveraineté. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, s'il y a des auditeurs là-dessus qui souhaitent apporter leur ou poser des questions ou apporter vraiment compléter mon propos, ils seront vraiment les bienvenus. Hein. Bon. Mais a priori, justement, en Ukraine, il y aurait à peu près 30% des terres qui appartiennent à des multinationales américaines. Pourquoi? 30%, c'est beaucoup. Alors, je ne sais pas quels sont les contrats, mais... Pourquoi? Parce que dans le sud de la Russie et en Ukraine, vous avez les terres noires qu'on appelle le tchernosium. Et en fait, ces terres-là, je crois qu'elles permettent d'avoir de 5 à 6 récoltes par an. C'est énorme. C'est parmi les terres les plus fertiles, donc les plus productives au monde. Voilà, hein, c'est des terres de premier choix. Donc voilà pourquoi aussi ils achètent là-bas. Bon aussi, il y a de la corruption, il y a des pays où c'est plus facile d'acheter que dans d'autres. Hein. On va rappeler Zelensky et ses fameux Panama Papers. Hein, c'est pas tellement le grand héros, le grand chevalier blanc que les médias mainstream nous vantent. Bon. Oui, parce que là, c'est sur ces comptes offshore personnels même. Je crois que c'est surtout ça. Oui. Bah, il faudrait que ça sorte. Hein. Bon, c'est sorti, mais ça ne dérange pas. Il faudrait qu'on en sache plus, je veux dire. Mais pour l'instant, les médias mainstream le dépeignent comme un chevalier blanc. Mais au final, il n'est pas blanc-bleu. Hein. Bon. Oui, et la vente de toutes ces terres à des multinationales, oui, enfin, c'est quand même aussi une dépossession pour la population. Bien sûr, mais moi, ce que nous expliquait cette enseignante-là à l'époque, hein, c'était qu'en fait, certains gouvernements veulent vraiment prendre pied dans ces pays-là. Ils n'achètent pas directement, mais ils achètent par proxy via des agro-holdings où ils ont donc des parts dans ces entreprises-là. Voilà. Ouais, c'est pour ça que la question de la souveraineté, spécialement de la souveraineté ukrainienne ou d'autres pays, sont extrêmement complexes. Et ça va être un vrai sujet même. Vous me parlez de souveraineté. Des casse-têtes. Vous me parlez de souveraineté. La souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, on va dire, c'est simplement l'accès à une quantité et une qualité suffisante de nourriture pour pouvoir nourrir sa population. Hein. Souveraineté, autosuffisance alimentaire. Dites, d'ici, je crois, ça doit être les chiffres, d'ici 2100, la population mondiale, la population mondiale, elle s'accroît de plusieurs millions chaque année. On sait que d'ici 2100, si on suit la tendance, le trend de la hausse, on va dire de la croissance démographique mondiale, il va falloir augmenter notre production alimentaire de 50 à 70%. Autrement dit, entre l'augmenter de moitié, voire même la doubler. Je ne connais pas. C'est un vrai sujet. L'enjeu agricole est absolument primordial. L'enjeu agricole, c'est un vrai sujet. C'est des vrais sujets qui, alors, sont occultés médiatiquement par la guerre en Ukraine, par la crise économique, la réforme des retraites. Certes, les problèmes sur Terre, c'est pas ce qui manque. Hein. Bon, si vous voulez trouver un bon job, c'est sauver le monde. Hein. Ça recrutera toujours. Hein. Bon, je fais une petite blague. Mais bon, voilà. Donc, pour l'instant,
On a abordé un petit peu, voilà, ce petit point sur l'Ukraine, la politique américaine, les partis minoritaires et l'économie. Maintenant, j'aimerais revenir sur déjà amorcer une transition vers le sujet de la sécession. Depuis le temps Peut-être, qu'on en parle. enfin, ce Oui, que je voulais vous proposer éventuellement, c'est qu'on voit les 2-3 points que vous vouliez voir, euh, par exemple le mur à la frontière mexicaine, oui, etc., c'est ce pour que pouvoir j'allais revenir à proposer. la Oui, sécession, qui est quand même notre sujet oui, majoritaire, oui, oui, oui. et après on pourra un peu plus On va développer. y venir, ça va nous Et faire une bon, transition. je vous laisse, bon, d'accord, dans ce cas-là, je vous laisse mener le. Alors, est-ce qu'on peut afficher la compilation de cartes sur le fameux mur de Trump? C'est fait. Alors là, vous voyez ici, là, donc une petite compilation de cartes. Le mur de Trump, hein, c'est sorti sur France Culture. Alors, c'est vraiment honteux de sortir un article comme ça. Le fameux mur de Trump, hein, il date, vous voyez bien l'origine, ça date de 1978. Alors, sauf erreur de ma part, Trump n'était pas encore président. Et si vous regardez bien sur la première carte, c'est marqué 1978 et on vous met quand même le mur de Trump. Alors là, niveau vraiment, comment dire, je veux dire, erreur médiatique ou lâcheté intellectuelle, alors là, c'est honteux, c'est vraiment honteux de sortir une ânerie pareille. C'est vraiment, là, c'est pour dénigrer, hein. Alors là, France Culture qui a un petit historique qu'il appelle le mur de Trump, non, c'est tout simplement la frontière mexicaine, je veux dire États-Unis, enfin je veux dire états-unienne, hein, Mexique-États-Unis. Trump, lui, n'a été un président d'exercice que 4 ans, de 2017 à 2021. C'est une frontière euh, chaude, hein, donc dangereuse, une frontière matérialisée qu'on cherche à renforcer depuis maintenant près de un peu plus de 40 ans. Mais là, c'est vraiment de la désinformation. Là, c'est de la désinformation. Alors, pourquoi? Pourquoi on veut créer ce mur-là? Alors, il n'y a pas que il y a pas que l'immigration. Parce que souvent ce sujet-là revient dans l'actualité, on vous dit oui, les Américains veulent lutter contre l'immigration illégale. Alors, il y a beaucoup de trafic, de contrebande, d'immigration illégale, certes, mais c'est surtout pour lutter contre les trafics et contre les cartels qui commencent depuis maintenant pas mal d'années à prendre position dans le sud arizonien, dans le sud texan, dans le sud californien et le sud du Nouveau-Mexique. Vous avez même une carte, je crois aussi sur diploweb.com. Hein, je parle souvent de cette source-là parce que c'est des cartes assez pédagogiques, facilement compréhensible par tout le monde, hein, que vous soyez un étudiant ou tout simplement un curieux qui veut s'y intéresser. Vous avez une très bonne carte qui montre vraiment l'implantation des cartels au Texas. Et vous voyez ça un peu déjà dans les films, là, c'est comment Sicario, dans le 1 et dans le 2, c'est déjà une réalité aux États-Unis. Hein. Donc ce mur-là du Mexique, c'est plus pour lutter contre les trafics. Hein. Ça, il faut le savoir, mais bon, les médias déforment contre l'immigration. Et justement, euh, il y a de nouveaux chiffres qui sont sortis. Là, maintenant, je vais faire un point sur la population, sur la démographie américaine. Alors, on nous parle de le grand basculement, hein, qu'on voit on va dire, dans les médias alternatifs, dans notre sphère de réinformation. Dans mon entourage, on me dit oui, le grand basculement, ce n'est pas vrai, c'est déformé. Ben si, c'est vrai, puisque en géographie, hein, moi je suis agrégé d'histoire, mais j'ai la double formation, je suis plus géographe de base. En géographie, quand une population, à terme, est remplacée par une autre, on parle de basculement géographique. Donc même dans votre entourage, vous pourrez le sortir, c'est tout à fait officiel, c'est un phénomène démographique qui s'est déjà observé. D'accord? Alors, selon le Washington Post, en 1997, la population blanche aux États-Unis s'élevait à 73%. En 2021, la population blanche, hein, il y a eu un recensement de la population aux États-Unis en 2021. En 2021, la population blanche est maintenant à 60%. Elle a perdu 13 points. Et maintenant, les projections démographiques indiquent que la population blanche s'élèvera de 30 à 44%
d'ici 2050 à 2060. Ça dépend des sources. Et à ce propos, vous avez un universitaire mexicain qui s'appelle Charles Trujillo, je vais le prononcer un peu à l'espagnol, excusez mon accent, qui est aussi professeur d'université du Nouveau-Mexique, et qui, lui, est un des pionniers dans le terme Mexamérique, hein, on l'a tous vu quand on était dans le secondaire, et qui, lui, littéralement, dit que ce territoire-là, le nord mexicain, le nord du Mexique, et le sud californien, sud arizonien, sud texan et le sud du Nouveau-Mexique vont former un territoire à part entière qu'il appelle norteños, je crois, donc les Mexicains du Nord, et qui formeraient un État-nation de leur initiative, justement par cette immigration illégale à travers la frontière. Je suis pas là pour dire que l'immigration est quelque chose de bien ou de pas bien, je prends pas l'attaque ou la défense, hein, je prends juste les faits. Et lui, il se rend compte qu'il y a du coup un échange de culture de part et d'autre de cette frontière membrane, et que à terme, lui, il voit que un État intermédiaire pourrait se créer entre les États-Unis au nord et le Mexique au sud. Donc Juste ça, c'est assez intéressant. Excusez-moi, David, une petite clarification, parce que quand vous parlez de pourcentage de blancs aux États-Unis, d'ailleurs, Biden a dit il n'y a pas longtemps qu'il avait l'air, en tout cas, enfin, il disait il y a pas longtemps qu'il serait minoritaire, il fait partie du groupe ethnique minoritaire. Mais quand vous parlez de blancs, il y a les latinos et il y a les afro-américains. Donc, les latinos sont blancs. Enfin, je sais. Non. Dans les statistiques démographiques américaines, elles sont répertoriées par race. Si vous prenez vraiment certaines statistiques du bureau de recensement, moi, j'en ai déjà parlé la dernière fois, ça peut en choquer certains, mais par race, non, c'est bien marqué. Je vais pas le dire en anglais, mais les blancs, asiatiques, afro-américains, latino-américains, hispaniques, hein, voilà. Non, vraiment population. Alors, quand vous dites blanche. que les blancs deviennent minoritaires, c'est pas tellement lié aux afro-américains qui sont pas très nombreux. D'après les chiffres que j'avais entendus. Alors là, on peut peut-être afficher pour ça la carte sur les groupes de haine et la répartition ethnique aux États-Unis. C'est fait. Alors là, vous voyez une carte que j'avais dressée qui est aussi dans mon ouvrage. Peut-être la dernière fois, dans la dernière interview, on l'avait déjà diffusée, mais je peux revenir là-dessus. Bon, vous voyez que la répartition ethnique aux États-Unis, les Blancs se retrouvent, on va dire, dans la moitié nord, les Afro-Américains dans le quart sud-est, et les Asiatiques et Hispaniques surtout dans le quart sud-ouest. Vous avez la répartition donc qui est notée, hein, des populations, mais à terme, moi j'insiste là-dessus, c'est vraiment que la population blanche, la part de la population blanche va diminuer dans la population américaine. Voilà, de manière simple, claire et nette. Mais oui, d'accord. Oui. Non, ce serait surtout dû à l'augmentation de la population latino-américaine, parce que c'est celle-là qui est exponentielle. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, pour poursuivre sur cet universitaire-là, il donnait quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, le Mexique, on se dit tout de suite, on dit Mexique, si on part d'une représentation, on se dit tout de suite les cartels de la drogue. Ça peut être réducteur, mais si en termes de géopolitique, on pense beaucoup à ça. On se dirait que l'armée mexicaine va du coup être très occupée, très préoccupée par ce problème-là de géopolitique interne du Mexique. Mais lui, Charles Tuxilo, livrait que l'armée mexicaine, et ça c'est complètement occulté par les cartels de la drogue, maintient des revendications territoriales sur ces anciens États, sur ces anciens territoires du Texas, du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et de la Californie, qui avant, faut-il le rappeler, étaient des territoires mexicains qui ensuite sont devenus états-uniens,
mais Ça ces joue, revendications, il y a un esprit de reconquête? Est-ce qu'il y a quelque oui, chose qui se joue là chez les Mexicains? ces revendications-là ne sont pas clairement et fièrement déclarées à haute voix dans les discours de l'armée mexicaine, mais le Mexique serait revanchard de récupérer son ancien territoire. Alors, il faut nuancer, hein, comme j'ai dit, hein, avec les problèmes internes du Mexique qui les occupent quasi à 100%, la sécurité, la pauvreté, les cartels de la drogue. Mais c'est intéressant de le noter quand même, aussi curieux que ça puisse paraître, cet universitaire-là, hein, je vous dis, il travaille, il est transfrontalier, il travaille dans des deux côtés de la frontière. J'avais été très étonné qu'il rapporte ces propos-là, donc dont je vous partage. Et là justement, donc il parlait de ce potentiel état intermédiaire qui pourrait se créer à terme donc entre les États-Unis et le Mexique. Et là maintenant, on va en passer du coup au plat principal, hein, du coup à la sécession. Alors, Alors, je voulais juste peut-être oui, terminer rapidement sur le Mexique, c'est que ça me fait penser, c'est un peu comme en Europe, c'est un peu le sud qui arrive, vers le nord. Il y a quand même les cartels mexicains, ce sont les anciens, enfin, je crois que ce sont les anciens cartels de Medellín en Colombie qui ont un peu muté vers le nord et donc vers le Mexique, hein, parce que le Mexique, alors l'État du Mexique. je suis pas du tout compétent Moi non sur plus, je les dis ça cartels de avec la des drogue. pincettes, mais je crois qu'il y a de ça. Le Mexique n'avait pas, il y a 20 ans, n'était pas dans cet état de Les désastre cartels de la drogue au vis-à-vis des Mexique cartels de la drogue. Euh, les cartels sont un complet contre-pouvoir au gouvernement fédéral mexicain. Ça, c'est un oui, contre-pouvoir oui, oui, complet. Et bien vous sûr. avez même la milice, c'est, je crois, le cartel du Golfe, ou je ne dis pas de bêtises, c'est la milice, le cartel Los Zetas, qui sont dans le quart nord-est du Mexique, qui, eux, sont formés d'anciens policiers, d'anciens des forces spéciales de l'armée mexicaine, qui sont reconnus pour être, je crois, l'organisation paramilitaire criminelle la plus développée Oui, il y a technologiquement. Il y a déjà eu comme ça il des y a de la, déclarations, hein, du FBI, de la NSA, qui sont incroyables, hein. Bon, là, de beaucoup de on corruption renverrait. entre l'État, enfin entre l'État et les cartels, et entre peut-être les États fédérés aussi, parce qu'il s'agit aussi d'États d'un pouvoir fédéral. Oui, oui, ah oui, le Mexique et le Canada, hein, ce Mhm. sont des États fédéraux, hein. Ce sont des États fédéraux, hein. Donc voilà, maintenant on pourrait passer, je pense, à la carte au sondage de 2021. C'est bon. Alors, attendez, moi je ne l'ai pas, donc je vais l'afficher sur mon écran. Je vous demande un petit instant, le temps que je l'affiche. Voilà. Donc, je vous avais dit en 2014, 24% des Américains se déclaraient en faveur de la sécession de leur État comparé à leur pays. Maintenant, on est passé en 2021 à 37%. Si vous voyez sur la carte, vraiment l'opinion favorable, là où elle est la plus haute, c'est le vieux sud, c'est le sud-est, hein, avec 44% de la population qui se déclare en faveur de la sécession. Ensuite, on a la côte ouest, le Pacifique, à 39% quand même. Hein, on est quasi à 4 Américains sur 10. Viennent ensuite le nord-est, hein, à 34%. La région montagneuse qu'on appelle les Rockies à 32% et ensuite le Heartland à 30%. Alors, ce sondage, d'où est-ce qu'il vient? Il a été fait, je crois que le sondage a été tenu en juin ou en décembre, en tout cas il est paru en décembre 2021. Et là, cette fois, ce sont deux chercheurs et universitaires de l'institut assez connu Brookings qui ont posé la question. Est-ce que vraiment, ils sont partis d'un principe, ils ont dit, voilà, la sécession, ça nous paraît vraiment improbable, ça nous paraît vraiment ridicule. Est-ce que vraiment on peut prendre la question de la sécession au sérieux? Donc ces deux chercheurs-là, qui n'étaient pas vraiment pro-sécession, ils ont dit, voilà,
On étudie ça sérieusement. Ils appuient vraiment bien, à travers ce sondage-là, le choc et l'ampleur du soutien de cette idée aujourd'hui. Alors, ce sondage-là s'est fait en parallèle de l'Institut Brookings avec l'Institut YouGov et du Bright Line Watch. Donc, 37% quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de passer de 24% en 2014 à aujourd'hui 37%, là, il y a une évolution quand même qui est incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pourcentage-là a augmenté aussi bien si vous êtes du côté démocrate que du côté républicain. Et on le voit bien là maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure, on a ce clivage politique-là qui est maintenant de plus en plus marqué. Les démocrates et les républicains se supportent de moins en moins, mais ils se font front, mais pour autant, ils revendiquent le même territoire. Alors, on verra si la confrontation politique, elle se porte sur d'autres terrains. Et Mais ça vous voudrait dire, aviez... excusez-moi, là, une question Oui. qui, ça voudrait dire qu'il y a des velléités sécessionnistes pour des raisons différentes aussi. Alors, les raisons de la sécession aux États-Unis, maintenant, je dirais que vous avez l'idéologie politique, le courant politique auquel vous adhérez. Les démocrates et les républicains se supportent de moins en moins. Voilà. Vous avez les déçus de la politique américaine. Vous avez aussi, ça peut être selon la culture, une déception économique, d'accord, qui va dire maintenant, bon, on va se rapporter plus sur notre État, on voit que le pays ne marche pas, on ne peut pas faire confiance au gouvernement fédéral. Souvenez-vous, la catastrophe de Katrina, hein, en 2005, hein, ça a été très très mal géré pour la première puissance, on va dire, politique du monde. Ça a été très très mal géré, hein, et encore aujourd'hui, hein, c'est un souvenir. Excusez-moi. Ça a été je veux dire, en Louisiane, on vous en parle encore aujourd'hui, hein. Donc vous avez plusieurs raisons à ça, mais c'est surtout, vous avez surtout une idéologie politique qui va en primer. Mais là, on pourrait y venir. Merci pour votre question. On pourrait afficher donc l'infographie là sur les propositions là qui résument les propositions, vous voyez, sous forme de tableau sur l'éclatement des États-Unis. On a 7 propositions. C'est fait? Ok. Alors là, vous avez devant vous, j'ai compilé dans cette infographie les différentes propositions d'éclatement des États-Unis qui ont été répertoriées par leur auteur à l'époque. Alors vous en avez un en 1895, John Powell, qui lui voyait plus un éclatement des États-Unis selon, on va dire, les régions naturelles des États-Unis. Vous voyez, il y a marqué un 1. En 2, vous avez l'universitaire autrichien Leopold Kohr en 1957 avec sa théorie, je l'avais déjà dit, du small is beautiful. Donc pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière interview, small is beautiful, c'est une doctrine géopolitique qui explique que plus un État est petit, plus il est facile à gérer. Et il aurait pu, sa théorie, excusez-moi, il aurait pu appliquer sa théorie sur des micro-États comme Singapour ou comme Monaco. Il a développé sa théorie, son hypothèse de départ était que les États-Unis pourraient éclater. Et au fur et à mesure de l'avancement, de la construction de sa théorie, il en est arrivé que les États-Unis éclateraient. D'accord? Donc là, lui, cette fois, il avait plus adopté, on va dire, ce serait plus une approche, scientifique, voire académique. La troisième proposition, en ordre chronologique, hein, c'est la proposition en 1981 de Joël Garreau, qui a sorti son bouquin The Nine Nations of North America. On vous mettra l'affiche, la couverture du livre en fin d'émission. Alors lui, c'est très intéressant. C'est un journaliste. Alors, soit il a, je ne sais plus s'il est américain ou s'il est canadien. Lui, pour réaliser son bouquin, ça lui a pris pendant un an et demi. Pendant un an et demi, il a parcouru plus de 100 000 miles. Il a donné des tonnes de conférences. Il a fait des centaines d'interviews.
Et on lui disait, alors, pour vous, est-ce que les États-Unis peuvent éclater en 1981? Et il avait répondu, il a dit, écoutez, avec les centaines d'interviews que j'ai fait, j'ai parcouru le pays de long en large en travers, j'ai passé 1 an et demi sur les routes, il dit, pour moi, ça arrivera. Lui, ça arrivera selon plus une approche historique, socioculturelle, territoriale. Ensuite, vous avez en 2012 un auteur qui s'appelle Colin Woodard, qui a écrit un bouquin qui s'appelle American Nations, et il a repris, réactualisé euh, le travail de Joël Garreau. Et son bouquin est sorti en 2011. Et lui, c'est pareil, il a dit, bah, écoutez, moi, pour ainsi dire, plus de 30 ans après, j'en arrive à la même conclusion que Joël Garreau, à savoir que les États-Unis éclateront sur un modèle historique ou culturel de chaque population. Bon. Ensuite, vous avez, ça on l'a vu passer beaucoup, la 5e proposition du politologue russe Igor Panarin en 2008, qui lui voit plus un éclatement des États-Unis sur un modèle irrédentiste, c'est-à-dire que chaque bloc d'État éclaterait selon un modèle culturel et se rattacherait soit à la Chine, soit à la Russie, soit se rattacherait à l'Europe ou se rattacherait au Mexique. Bon voilà. Vous avez enfin la 6e proposition, c'est la Regional Plain Association qui a sorti donc en 2008, cette fois une approche économique. Alors la Regional Plain Association, eux, proposent de réorganiser le territoire américain en blocs d'États qu'ils appellent des méga-régions pour faciliter le transport à l'intérieur du pays et pour une meilleure organisation du territoire face à la montée des rivaux économiques chinois, indiens, russes, de dire il faut qu'on organise notre territoire selon un modèle économique, selon un modèle, selon le transport, pour qu'on soit beaucoup plus, pour qu'on, comment dire, pour qu'on ne se fasse pas dépasser. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Et enfin, la dernière proposition date de 2014. Celle-là vient de la CFR, le Council of Foreign Relations, qui eux-mêmes proposent, c'est leur souhait, c'est leur désir, de réorganiser le territoire américain, donc toujours sur le modèle méga régional, hein, ces fameux blocs d'État, vraiment pour, voilà, sur un modèle économique, pour vraiment, on se dit, cette fois, les États-Unis sont devenus tellement énormes, si on ne veut pas se faire dépasser, il faut qu'on se réorganise sur, selon des blocs d'État, selon des méga-régions. Donc voilà, là vous avez vraiment, ici là, sur cette infographie-là, des propositions, des scénarios d'éclatement de différents auteurs, séparés par différentes époques, selon une approche naturelle, académique, scientifique, historique, culturelle, irrédentiste et économique. Donc là, et moi en fait, j'ai traduit toutes ces propositions-là de manière cartographique et j'ai superposé toutes ces cartes-là et on voit les lignes du pays apparaître, les divisions internes qui pourraient vraiment éclater. Et c'est intéressant parce que chaque auteur, peu importe le pays, peu importe comment son point de départ, comment je pourrais dire, peu importe de manière familière par quel bout il le prend, historique, irrédentiste ou économique, ils aboutissent tous, pour ainsi dire, aux mêmes lignes de découpage du nouveau territoire qui serait les anciens États-Unis, ou du moins les nouveaux blocs d'État. C'est vraiment très intéressant. Vous avez je crois, alors ça doit dater de 2015, je crois, je ne sais plus. Vous aviez un film qui était sorti qui s'appelait Bushwick, avec en tête d'affiche l'ancien catcheur Dave Bautista. C'était filmé en plan séquence. Et on voyait en fait une espèce de guerre civile. Je crois que c'est à New York que l'action elle se passe, où on voit vraiment des milices qui veulent s'emparer, qui veulent se battre de New York. En fait, ça parle de sécession tout simplement des États-Unis. Et puis vous aviez une interview des deux réalisateurs. On disait, mais vraiment, vous parlez de sécession là des États-Unis, mais vous pensez vraiment qu'on y arrive?
Et ces types-là, ils disent, mais écoutez, quand on voit maintenant le quotidien, quand vous êtes sur le terrain, et rien ne remplace le travail de terrain, quand vous êtes au quotidien, on voit vraiment, pour nous, on pense vraiment qu'on va vers ce scénario que les États-Unis vont se séparer, vont éclater. C'était super intéressant. J'en David, viens, juste, oui, je vous interromps ou bien sûr, allez-y. non, non parce que je vous ai peut-être interrompu en plein milieu d'une phrase, mais je voulais Non, juste allez-y. dire à nos téléspectateurs que dans une dizaine de minutes, on allait poser les questions des téléspectateurs. Donc, s'ils souhaitent poser des questions, c'est le moment de les inscrire sur Discord. Et moi, j'avais juste envie de vous poser cette question, disons, comment dire, que pense Washington de tout ça? Parce que l'Amérique a quand même une très grande idée d'elle-même. Il y a la fameuse Oui, destinée c'est bien dit. manifeste qui la porte depuis sa fondation. Alors, comment l'Amérique peut-elle si facilement, enfin si facilement, j'imagine que ce ne sera pas le cas, mais concéder à cet éclatement qui est forcément un affaiblissement? Évidemment. Alors, comment c'est perçu, on va dire, au gouvernement américain ou à Washington DC? Alors, certains vont pas du tout s'en occuper. Certains se disent, bon, c'est quelque chose de vieux, d'ancien, on ne s'en occupe pas, on n'y croit pas. Et de un. De deux, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, certains font très bien leur travail, ils savent qu'il y a des forces centrifuges politiques qui menacent l'unité des États-Unis, qu'il y a un antifédéralisme qui est présent et que cette possibilité est concrète et réelle à moyen ou à long terme. C'est pour ça qu'ils ont développé le néo-fédéralisme, parce qu'ils ont dit on a des États fédérés qui réclament de plus en plus leur pouvoir. On a des milices qui se disent le gouvernement fédéral ne s'occupe pas de nous, les États fédérés obéissent au pouvoir fédéral, c'est la définition même du fédéralisme en sciences politiques, et du coup on va se tourner vers les milices. Du coup, on a développé on va dire, un niveau intermédiaire entre le fédéralisme et l'antifédéralisme que eux-mêmes ont appelé le néo-fédéralisme pour tenter de pallier, de contrer cette montée de l'antifédéralisme aux États-Unis. Voilà donc, il y a une réponse politique qui propose de retransférer une partie des compétences du pouvoir fédéral vers les États fédérés. Mais aujourd'hui, avec la confrontation Russie-Ukraine, le pouvoir fédéral, je les vois mal concéder ce pouvoir-là. C'était en voie avant l'éclatement là au 24 février 2022 entre donc la confrontation Ukraine-Russie. Donc là, je les vois mal concéder ça. Oui, parce Alors, que concéder des pouvoirs liés à la politique étrangère, à tout ce qui était absolument lié à Washington, c'est quand même un passage qui est presque impossible à faire. ah oui, alors sur la monnaie, sur la politique étrangère, c'est sûr que ça serait pas des pouvoirs qui concéderaient. Hein. Par contre, ils pourraient concéder des pouvoirs, notamment peut-être plus de pouvoir sur la santé. Déjà, ben, sur la monnaie, elle dit sur la monnaie, quand vous avez des États qui ont décidé de recréer leur stock d'or et qui même, et même Pierre Jovanovic, qui en parlait, qu'on peut payer, je crois, ses impôts, ou qui autoriserait même certains États la circulation pour payer en pièces d'or ou en argent, c'est déjà un désaveu de pouvoir, c'est le pavé dans la mare déjà. Hein. C'est déjà un pavé dans la mare. Donc voilà, je veux dire, c'est Quelle est la part de l'appauvrissement des Américains qui est patent, de la classe moyenne américaine, de la classe populaire américaine dans cette volonté sécessionniste? bah, alors là, je vais essayer de faire un peu mon Pierre-Yves Rougeron. La pensée sécessionniste, vouloir redevenir indépendant
ou du moins avoir plus de pouvoir qu'on demanderait au pouvoir fédéral, ça implique une pensée politique, ça implique des gens qui se mobilisent, ça implique un projet. Or, si vous prenez les gens qui sont dans la rue à San Francisco ou à Los Angeles, tout ce que ces gens-là pensent, c'est déjà de survivre. C'est déjà de survivre. Ils ne savent déjà pas leur quotidien. Ils ne savent déjà pas le lendemain. C'est d'abord avoir un projet d'avenir pour soi, et après vous pourrez penser à la communauté. Hein, voilà, je veux dire, c'est d'abord des gens qui vont penser à survivre. Le taux de pauvreté aux États-Unis, je ne saurais, je vais pas vous dire n'importe quoi, j'ai pas du tout le chiffre en tête. En tout cas, c'est une idée qui fait son chemin. On dit chez les rednecks, moi j'aime pas du tout ce terme-là, mais dans la classe moyenne américaine, ou on va dire la classe moyenne inférieure, c'est une idée qui fait son chemin. À l'inverse, si on prend parmi les plus pauvres, on voit bien, hein, y a plein de reportages là-dessus, on voit plein de vidéos, les gens qui sont, voilà, qui vivent dans des tentes sur les trottoirs aux États-Unis, ces gens-là pensent d'abord à survivre, hein, voilà. Oui, c'est clair. Non, là, en effet, il s'agit des gens qui sont un tout petit peu au-dessus en termes de revenus, mais qui ont ça en préoccupation et qui ont le temps, qui ont les moyens, voilà, d'avoir. Je veux pas vraiment. C'est difficile, j'arrive pas vraiment à trouver les bons mots là. Hein. Du coup, je suis peut-être un peu flou. Hein, je m'en excuse pour les auditeurs, mais non, mais on a bien compris votre réponse. Mais j'aurais envie aussi de vous demander, avant de passer aux questions, qu'est-ce qu'il y a de je dirais, de nouveau dans la psyché américaine aujourd'hui qui va vers cette sécession. C'est-à-dire qu'il y a une histoire avec la sécession, sur la question sécessionniste aux États-Unis, elle est très complexe, elle remonte à loin. Aujourd'hui, je dirais sur les 10 dernières années, même sur les 5 dernières années, qu'est-ce qui fait la spécificité sécessionniste? Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ces dernières années sur cette démarche-là? Ce sont les clivages politiques. Dans la psyché américaine, s'il y a une progression du sécessionnisme, c'est surtout à cause des clivages politiques. Comme je vous ai dit tout à l'heure, démocrates et républicains, c'est de pire en pire. Hein. Ils ne s'entendent plus. Hein. Ils revendiquent les mêmes territoires. Pour moi, c'est vraiment les clivages politiques qui montrent, hein, qui amènent à une montée de cette opinion favorable au sécessionnisme. Et aussi les déçus des différentes administrations américaines. On peut avoir Clinton, Bush, Biden, Trump, Obama, tout cela. On voit que les résultats ne s'améliorent pas. On voit qu'il y a une pauvreté qu'il y a une pauvreté qui progresse. Une économie voilà, dont les richesses ne sont pas redistribuées comme il le faudrait. Les raisons, si vous voulez, c'est pas une raison plus qu'une autre, c'est la combinaison de toutes ces raisons-là qui convergent et amènent au sécessionnisme. Mais attention, je modère vraiment mon propos. Je ne dis pas les États-Unis vont éclater. Je ne dis pas les États-Unis vont éclater demain. Le patriotisme est un formidable ciment de la société américaine qui maintient le pays en un tout, en une unité. Et vous avez beaucoup de migrations internes aux États-Unis. Hein, les retraités, les études, le déménagement pour suivre sa femme ou pour suivre ses enfants. Vous pouvez très bien passer de l'Ohio au Tennessee. Vous avez beaucoup de migrations internes. Pour des raisons politiques aussi, non? Il y a des migrations pour des raisons politiques. Ah oui, bien sûr. Alors, vous avez beaucoup d'interviews, et merci de le dire, vous avez beaucoup d'interviews. Des gens ont dit moi, je ne me vois plus dans un État républicain. Je suis démocrate. Mon État est passé côté républicain. Je déménage. Et vous avez même, je vous le disais hors antenne, il n'y a pas forcément. Faut pas, s'il y a sécession, ça ne sera pas forcément selon le tracé des frontières intra-étatiques,
mais aussi infra-étatiques, c'est-à-dire il y a certains comtés, là, la subdivision des États fédérés, il y a certains comtés rouges, d'accord, ou démocrates ou républicains, qui ont dit, ben moi je veux me rattacher à l'État voisin. Donc là, on a vraiment comment je pourrais dire, comme je disais tout à l'heure, c'est plus uniquement de une sécessionnisme, cartographie, mais de l'irrédentisme. Une cartographie multiscalaire qui là s'opère, et là du coup la lecture cartographique, s'il y a sécession, s'en trouverait beaucoup plus compliquée. Merci beaucoup. Vous avez, en 2000, quand j'avais dressé une carte là-dessus, hein, les groupes de haine aux États-Unis, je crois que il y en avait 1000 qui avaient été répertoriés il y a quelques années, hein, par le Southern Poverty Law Center, qui est, on va dire, un think tank plutôt de gauche, qui est basé au Texas, si je ne dis pas de bêtises, qui lui répertorie tous les groupes. Eux, c'est leur définition, ce n'est pas mon terme, hein, les hate groups, c'est les groupes de haine, qui les répertoriaient selon leur idéologie. Et là, en 2021, ils ont répertorié cette fois 1200 groupes de haine et groupes anti-gouvernementaux, dont 92 milices recensées officiellement en 2021. Donc, il y a eu là aussi une légère hausse. Hein, je crois que c'était 998, donc bref, 1000. Quand j'ai sorti la carte, donc la carte, je l'avais. C'est la carte qu'on avait vue tout à l'heure. Cette carte-là, je l'ai faite en 2017. Hein, je l'ai publiée en 2017. Et là, en 2021, donc 4 ans après, il y a eu 200 groupes anti-gouvernementaux, hein, 200 groupes de haine recensés. Voilà. Je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. On a fait le tour, on peut passer à quelques questions. Merci. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je vous écoute. On avait une question de Charles Pat qui vous demande quelles sont les différences selon vous entre Trump et DeSantis. C'est une bonne question. Les différences, moi j'aurais plutôt dit l'inverse. C'est quoi les similitudes? Ces deux caractères assez forts, ce sont deux personnes qui aiment leur pays et qui veulent l'améliorer, qui sont profondément, moi je dirais, amoureux de la société états-unienne. Je pense que moi je reverrai bien pour la prochaine élection, excusez-moi, je verrais bien un rapprochement des deux personnes pour la prochaine élection. À ceci près que Trump, je le verrais bien plus dans. Il a un franc-parler. Il a un franc-parler un peu à la texane, je dirais ça comme ça. DeSantis, lui, est aussi du vieux Sud, on appelle ça le vieux Sud. Moi, je verrais bien un rapprochement des deux. Quant à des différences entre les deux, moi, je retournerais ça. Je m'intéresserais plus vraiment à ce qui peut les rassembler. Ils ont un franc-parler. Ils veulent améliorer la chose. Ils sont conscients tous les deux de l'état de la société états-unienne. Ils sont conscients qu'ils ne pourront pas rester les numéros 1, qu'il y a d'autres pays rivaux, hein, qui sont là pour les concurrencer. Moi, je verrais plus un rapprochement des deux. Bon, voilà la réponse que je peux vous fournir. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Hein. Je ne sais pas tout non plus. Hein. Merci. On a une question de Z comme Zorglub qui vous demande si s'accaparer les terres fertiles permettrait aux États-Unis de repousser, puisque s'accaparer des terres fertiles permettrait aux États-Unis de repousser dans le temps un éventuel éclatement. Il s'assure de pouvoir fournir du pain, les terres agricoles et le jeu Netflix. Ah, c'est intéressant. Merci pour votre question. J'aime bien comment vous l'avez formulée. Malheureusement, il n'y a pas que le pain et les jeux. Les terres fertiles, oui, certes, si vous réussissez à fournir votre population assez en pain et en jeu, mais encore une fois, ce que je disais, c'est que maintenant, un des facteurs sécessionnistes les plus
premiers, on va dire primordiaux, c'est surtout le clivage politique. Donc, il n'y a pas que le pain et les jeux. Mais j'aime bien vraiment votre question, j'aime bien le rapprochement que vous faites. C'est vraiment intelligent, c'est vraiment. J'aime bien la similitude avec ce pain et les jeux de l'Empire romain, mais il n'y a pas que ça. D'accord? Voilà, je vais répondre comme ça. Donc, pour rebondir sur sur la question de la sécession, on a Égyptien 421 qui demande qu'est-ce qu'il adviendrait des armes nucléaires s'il y avait une sécession qui avait lieu Ah ben aux alors, États-Unis. dans ces cas-là, c'est une question intéressante. Moi, je ferai le lien avec l'éclatement de l'URSS en 91. Qui a récupéré, on va dire, la technologie, l'arme nucléaire et le siège à l'ONU? C'était la Russie. Donc, je pense que s'il y aurait la question de l'armée américaine, c'est même pas la question seulement du nucléaire, c'est la question de l'arme américaine. Qu'est-ce que ça deviendrait? Et tout à l'heure, justement, les deux chercheurs américains qui qui ne sont pas pro-sécession, hein, eux-mêmes dans leur article que vous trouvez sur le Brightline Watch, donc c'est paru hein, sur YouGov et l'Institut Brookings, euh, ils ont dit mais quid de l'arme américaine, quid de l'arme nucléaire? Qu'est-ce qu'il se passerait? Moi, j'aurais tendance à dire que s'il y avait un éclatement selon les méga-régions, c'est-à-dire selon les blocs d'État, un bloc du sud-est, un bloc nord-est, un bloc, on va dire, autour des montagnes américaines, peut-être un bloc autour des Grands Lacs, difficile à dire. S'il y avait le nucléaire, je pense que ça serait à la capitale fédérale que ça échouerait. Comme c'est Moscou qui avait récupéré à l'époque en 91 le pouvoir, la technologie nucléaire et le siège à l'ONU. Moi, je pense que ça irait comme ça, mais ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui deviendrait de l'armée américaine? Ces deux chercheurs-là se posent la question et ils ne fournissent pas de réponse. Ils disent on ne sait pas. Voilà. Dans les liens entre États-Unis et Europe, on a plusieurs questions sur sur l'impact d'une sécession aux US. Est-ce que vous avez des hypothèses d'impact pour l'Union européenne et surtout la France? Alors là, il me faudrait, je peux pas vous dire ça en 2 minutes, hein. Là, il nous faudrait limite toute une autre émission pour le dire. Ben, j'en avais déjà parlé avec Pierre-Yves. Pierre-Yves, lui, disait que ce n'était pas souhaitable. Euh, Pourquoi? Ben déjà en termes d'énergie, en termes de culture, je veux dire, ben maintenant, prenez les gens du quotidien qui se posent pas toutes ces questions-là, qui ne s'intéressent pas aux questions politiques, retirez-leur Amazon. Retirez-leur Netflix, retirez-leur Star Wars, ça fait déjà un gros impact culturel. D'ailleurs, qu'est-ce qui deviendrait de ces franchises-là? Qu'est-ce qui deviendrait de ces grandes entreprises-là? euh, Maintenant, on a des élites, on a des gouvernements en Europe qui sont acquises, qui sont pro-états-uniennes. Alors, sans phare dans la tempête, qu'est-ce qui deviendrait? Avant, le projet, enfin, on va dire, le discours officiel de création de l'Europe, c'était à la fin de la guerre, maintenant on veut la paix en Europe. Hein, c'est ce qu'on dit à l'école, c'est ce qu'on dit aux élèves. Mais il y avait quand même le projet. De Gaulle, un peu, on parlait, hein, c'était de créer le troisième grand, l'Europe comme troisième grand, pour ne plus que l'Europe sorte de cette guerre froide, qu'on ne lui impose pas les décisions états-uniennes et les décisions soviétiques. Hein. L'Ouest et l'Est, on disait, il faut qu'on soit indépendant. Et vous avez même ce très bon film là, La somme de toutes les peurs, qui est basé sur le bouquin de, j'ai plus le nom de ce romancier en tête. C'est enfin bon, qui en parle, où on voit des néo-nazis qui disent justement, mais il y en a marre que la Russie impose ses décisions à l'Europe, il y en a marre que les États-Unis imposent leurs décisions à l'Europe, il faut que l'Europe pense de manière indépendante. Le problème, c'est que
si vous retirez le phare politique, comment penseraient les élites, les gouvernements européens qui ne pensent pas du tout en termes d'indépendance? Est-ce que les gouvernements européens pensent en termes d'autosuffisance énergétique, autosuffisance alimentaire? Je ne pense pas que Macron y pense, honnêtement, hein. Moi, je ne suis pas convaincu, hein. Bon, je me Il prétends n'a pas un pas expert de la demandé, a politique française, priori. mais qu'est-ce qui deviendrait Moi, Pierre-Yves disait que la sécession américaine n'était pas souhaitable. Alors moi, je ne me place pas du point de vue elle est souhaitable ou elle n'est pas souhaitable. Moi, selon mon analyse, que je prenne, je veux dire, c'était affiché, hein. C'était affiché. Vous aviez toutes les propositions, limite de 1900 à 2014, différents auteurs, différents organismes qui ont pris. Est-ce que les États-Unis peuvent éclater selon un scénario historique, selon un scénario culturel, économique, politique, rattachiste, irrédentiste? Eux-mêmes, ils aboutissent tous au même résultat. Donc, pour moi, à moyen ou à long terme, j'ai essayé dans mon bouquin de dresser un résumé de tout ça. À moyen ou à long terme, ça va arriver. Donc, après, vous pourriez très bien avoir, si ça éclate en différents blocs d'États, ben, ça serait pour moi, ça éclatera en méga-régions, c'est-à-dire en blocs d'État. Hein, bon. Tout simplement, ça serait que ces blocs d'État-là développeraient leur propre politique étrangère et poursuivraient de dire, bon, bah, écoutez, on n'est plus un pays unitaire, mais bah, il faut bien quand même qu'on fasse du commerce, on a encore une population, il faut bien qu'on vive. Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse du commerce, qu'on renoue des traités bilatéraux en s'inspirant de nos anciens traités? Vous prenez l'URSS, elle a éclaté, l'Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie, la Pologne, les pays baltes ont tous développé leur propre politique, leur propre politique étrangère avec d'autres États. Ils ont ouvert des ambassades. Et d'ailleurs même, vous savez que vous avez une ambassade de, on va dire, de la Nouvelle-Californie, on va dire du mouvement, je crois, Yes California, qui a une ambassade à Moscou. Il y a une ambassade californienne non officielle à Moscou. C'est intéressant quand même, hein, alors que ce mouvement-là est minoritaire, mais c'est intéressant. Et pourquoi à Moscou? Pourquoi à Moscou? Ils cherchent des soutiens. Hein. Ils cherchent des soutiens. Alors bon, c'est sûr qu'avec la guerre là, en Ukraine, ça jette un peu le discrédit dans l'opinion publique de dire, regardez, il y a un mouvement sécessionniste qui se rapproche des Russes, ce sont donc des agents des Russes. Bon, voilà. Bon, après, attention, hein, c'est une ambassade, je veux dire, c'est un représentant, c'est peut-être à peine quelques personnes. C'est pas une vraie ambassade. Hein, mais ce sont des Californiens pas vraiment démocrates, là. Ah non, c'est pas. Ah ben non! Ouais, d'accord. Ce sont des Californiens sécessionnistes. Voilà. Attention, encore une fois, moi, le sécessionnisme, je le nuance. Hein. Je dis pas les États-Unis vont éclater. Les États-Unis vont éclater demain. Je me répète, excusez-moi, mais je ne veux pas être monsieur sécessionniste. Voilà, je ne suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal, mais il y a pas mal de signaux qui tendent à nous montrer que ça arrivera. Moi, pour moi, ça arrivera vraiment s'il y a un événement, il y a un événement déclencheur. Il y a une petite étincelle qui mettra le feu aux poudres. Pour moi, c'est comme ça que ça va se passer, mais là, doucement, mais sûrement, vous voyez une opinion favorable qui passe de 24% à 37%, des milices, des groupes anti-gouvernementaux en augmentation. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je me suis trompé, j'avais 10 000 sur la carte. On voit qu'en fait, c'était combien là, 700, je crois, ou 800. Et là, maintenant, on est à 1200. Vous avez des clivages politiques de plus en plus marqués à l'échelle individuelle, des citoyens qui disent je suis démocrate, mon État maintenant est passé républicain, eh ben je déménage. Des comtés qui disent nous sommes démocrates, on est dans un État républicain, je veux être attaché. Vous voyez, c'est une combinaison de tous ces petits facteurs-là qui convergent encore une fois, qui fusionnent vers le sécessionnisme, moi, le sécessionnisme, ce n'est pas un désir de ma part, c'est je l'étudie, d'accord, je l'étudie comme phénomène de géopolitique interne des États-Unis.
je pense que j'étais un peu complet. J'essaie de faire une réponse complète, mais c'est une réponse assez vaste. J'essaie d'être concis. Hein. C'est une bonne question, mais c'est un sujet, là, encore une fois, très vaste. Il me faudrait plus de temps. Hein. J'ai une question de Chando. Les clivages démocrates-républicains se calquent surtout sur un clivage urbain-rural. Comment faire une sécession qui ne soit pas sanglante dans ce cadre-là? Avec toutes les armes qu'il y a aux États-Unis, ouais, pour moi, c'est sûr que s'il y a une sécession, il y aura des victimes. Pour moi, il y aura des victimes. Vous voyez déjà, les démocrates et républicains, à certains meetings, ça se tape dessus. Hein. Ça s'insulte et même ça se tape dessus. La société américaine en elle-même, alors moi, les armes à feu, le port d'armes à feu, c'est pas être pour ou contre. C'est tout simplement vous dire, il y en a beaucoup aux États-Unis, c'est sûr qu'il y aura un rôle à jouer. Vous avez vu toutes les tueries qu'il y a régulièrement. Souvenez-vous, je crois que c'est, attendez, en 95, l'attentat d'Oklahoma City, je crois que c'était un sécessionniste, un jeune du Sud qui avait, je vous dis ça de tête, hein, qui avait fait sauter un immeuble du FBI. Je crois, il y avait eu 500 ou 600 morts. Bon, c'était il y a, oui, on va dire, il y a 30 ans. Vous me direz, mais voilà, les armes, oui, il y aurait un rôle à jouer. Bah, dites, il y a des milices. Il y a des milices des gardes armés, des miliciens qui patrouillent le long de la frontière au Texas. Il y a même eu des clashs, où vraiment vous aviez un type qui allait être arrêté. Les miliciens, ils ont dit, on est solidaires, on va soutenir ce type-là. La police, le shérif arrivait, il disait, allez-y, venez. Et là, vraiment, ça va être une fusillade. Et au final, la police faisait machine arrière. Il y a eu un cas comme ça au Nevada, je crois, il y a une dizaine d'années. Désolé, je ne saurais plus vous dire le nom, mais vous pourrez retrouver sur le net. Hein. Maëlys, tu as une dernière question sur les GAFAM, peut-être? On a Hugo KRL qui demande si les GAFAM ne sont pas hors sol parce qu'elles ne dépendraient pas uniquement du fait que les data centers marchent ou pas. Je suis d'accord avec lui. Oui. Les GAFAM maintenant s'affranchissent, voire même imposent leurs décisions à certains États. Hein. J'en avais parlé la dernière fois. J'avais lu un papier dans, je crois que c'était Foreign Affairs, je ne sais plus quelle revue politique, qui disait, après tout, ce sont des entreprises qui ont leurs employés, qui développent leur culture d'entreprise, autrement dit comme une nationalité, qui ont des implantations partout dans le monde, qui ont un chiffre d'affaires qui est équivalent au PIB de la Belgique ou au PIB de n'importe quel pays. Après tout, pourquoi pas leur proposer un siège à l'ONU? Ce sont des acteurs privés, on voudrait les inclure à l'ONU. Je crois que vous avez même un jeu vidéo qui en fait même un scénario là-dessus. Je ne sais plus quel jeu vidéo d'action. Mais les GAFAM, oui, les GAFAM sont hors sol. Les GAFAM pourraient très bien dire, bon, ben nous, on revendique notre propre territoire. Vous regardez les États, vous gérez mal. Du point de vue écologique, hein, parce que maintenant, dans le discours politique aux États-Unis, hein, l'écologie, c'est omniprésent. Dans le discours démocrate ou dans les discours de gauche, nous, regardez, on va créer une ville toute belle, toute neuve, toute propre, qu'avec des énergies renouvelables. Et là, vous allez voir que nous, en tant qu'acteurs privés, on va mieux gérer ça. J'en avais parlé la dernière fois, Disney, hein, qui est en train de créer sa propre petite ville en Californie. Bon, alors c'est sûr qu'il va falloir faire un gros chèque pour pouvoir y habiter, mais ils vont créer leur propre village où vous aurez le mode de vie Disney. Ça a été annoncé, c'est en construction. Bon, ça laisse la porte ouverte à de grands chamboulements. On va peut-être s'arrêter là. Il est 22h. Oui. Ah oui, bien sûr, oui. Alors, voilà, donc en bibliographie, là, vous avez la couverture de 3 ouvrages, si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin. Donc là, vous avez L'Amérique des États, les contradictions d'une démocratie fédérale, c'est d'Arnaud Coutan. Alors, lui, c'est un
il avait fait partie de mon jury de soutenance de master. C'est un constitutionnaliste qui a très bien étudié la Constitution américaine. Là, vous trouverez vraiment la complexité de la politique américaine. C'est un gros ouvrage, mais ça peut être intéressant. Vous avez ensuite l'ouvrage de Joël Garreau, The Nine Nations of North America. Alors, il n'y a pas eu de traduction en français, à ma connaissance. Moi, je l'ai acheté donc en version originale, en anglais. C'est un vocabulaire assez simple. Ça, vous pourrez le lire. Donc, c'est lui qui avait parcouru plus de 100 000 miles en 1 an et demi, qui avait fait des centaines d'interviews, qui avait dit en 81, je répète, et qui avait dit pour moi le pays éclatera. Et là, vous voyez même une petite carte qu'il a dressée. Voilà comment ça pourrait éclater. Et enfin, en autre ouvrage, vous avez ensuite celui de Colin Woodard qui s'appelle American Nations. Pareil, je ne crois pas qu'il y ait de traduction en français, qui s'appelle là, donc lui, c'est pas 9 nations, pour lui, c'est 11 nations. Il reprend et il actualise les travaux du journaliste Joël Garreau. Et là, donc, lui, c'est pareil, là, il fournit une carte. Et eux, c'est même intéressant parce que, écoutez bien la différence. Ils disent pas ce sont des États, ou ça va être des blocs d'États ou des méga-régions. Eux, ils disent que ce sont littéralement, les États-Unis vont éclater littéralement, car ce sont des nations en gestation, des nations en essence. C'est quoi une nation? Une nation, c'est le désir d'une population qui est rapprochée par sa culture, par son histoire, sa langue, sa proximité, son désir de vivre ensemble. Et ces deux auteurs-là, chacun de leur côté, séparés par 30 ans, chacun de leur côté, ils ont vu qu'il y a des nations en émergence aux États-Unis, des nations par la culture qui sont en train d'émerger et de naître. Et là, on voit qu'il y a une dimension donc beaucoup plus profonde que juste le Texas ou juste le Tennessee qui voudrait éclater. D'accord ? Ce sont vraiment des nations, non plus la société états-unienne, mais une nation. Je ne peux pas être plus précis. Je pense que chaque auditeur percevra la profondeur de ce terme-là. Est-ce à dire que les États-Unis feraient le chemin inverse de l'Union européenne? L'avenir nous le dira. Donc nous allons nous quitter, mais certainement pas pour longtemps. David Tocher. Oui, j'en reviendrai avec plaisir. Merci à tous les téléspectateurs, merci aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de nous fréquenter assidûment sur tous les réseaux et sur le site cerclearistote.fr. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.